manque 1 milliard d'euros à la Guyane pour mettre à niveau ses infrastructures. Rodolphe Alexandre accuse Paris de négliger les intérêts du territoire et refuse de signer le pacte d'avenir en l'état. Le président de la collectivité préfère attendre un nouveau gouvernement pour reprendre le dossier en main. Le point à suivre. Le couac comme monnaie guyanaise, c'est le souhait d'une association créée l'année dernière. Couac la Guyane prévoit d'insérer sa monnaie dans l'économie locale à l'instar de nombreuses autres régions de France. Et puis, notre Mister France-Guyane se prépare à affronter les 14 autres candidats à l'élection nationale. Giovanni Tongliataï est à Paris depuis quelques jours pour l'élection qui aura lieu demain soir au Palace. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Il n'abandonne pas mais se dit prêt à attendre la mise en place d'un nouveau gouvernement pour reprendre les négociations sur le plan de développement de la Guyane. Rodolphe Alexandre met de côté le pacte d'avenir. Le président de la collectivité a rédigé un communiqué pour alerter à nouveau sur la situation financière délétère de la CTG et dénoncer une démarche de sabotage de la part de Paris. Il enverra sa version du document à chaque candidat à la présidentielle. Stéphanie Puglisi, Caroline Alcide. À 5 semaines du premier tour de la présidentielle, le président de la collectivité territoriale coupe définitivement les ponts avec le gouvernement. Dans un communiqué, Rodolphe Alexandre s'attarde sur la situation financière de la CTG qui laisse présager, selon ses dires, des heures difficiles. Prenant les Guyanais à témoin, le président de la collectivité pointe du doigt les désengagements de l'État et son refus d'assumer certaines de ses obligations. Il profite pour dénoncer la décision de retirer à la CTG 27 millions d'euros des recettes de l'octroi de mer pour les rétrocéder aux communes sans prévoir les modalités de compensation. Une décision qui, selon le président Alexandre, place la collectivité dans l'impossibilité d'équilibrer son budget pour l'année en cours. La sortie de Rodolphe Alexandre ne s'arrête pas là. Le président de la CTG évoque aussi le RSA qui, selon lui, est une charge insupportable. Il estime que le RSA représente une problématique hors norme pour la collectivité territoriale, une charge en constante augmentation compte tenu de l'évolution de la population. Sans certains accords avec l'État, la CTG pourrait donc envisager de suspendre le remboursement à la caisse d'allocation familiale. Rodolphe Alexandre fait aussi le deuil du pacte d'avenir qui devait être signé il y a des mois déjà. Cette promesse de campagne de François Hollande n'a jamais vu le jour. Une fois de plus, le président de la CTG accable l'État qui pour lui a systématiquement raboté les demandes guyanaises pourtant légitimes et vitales. Rodolphe Alexandre attend désormais le prochain gouvernement pour évoquer la question d'un plan ambitieux de développement porté conjointement par la Guyane et l'État. La situation financière de la CTG trouve aussi ses sources dans la capacité de la structure à délivrer les permis pétroliers. Pourtant, théoriquement, elle en a la compétence, mais malgré une victoire devant le Conseil d'État, aucun décret d'application n'a vu le jour, ce qui constitue, selon le président Alexandre, un manque à gagner important. Si cette sortie vise dans un premier temps à prévenir les Guyanais d'un avenir qui s'annonce difficile, elle a aussi le souhait de mettre la pression sur le futur gouvernement. Mais en attendant, il faudra sans aucun doute encore se serrer la ceinture. On poursuit avec le dernier jour de visite en Martinique de Benoît Hamon. Ce matin, le candidat à la présidentielle a eu droit au passage obligé au grand marché de Fort-de-France. Entouré du maire Didier Laguerre et du député Serge Letchimy, le candidat de la gauche s'est prêté au jeu du bain de foule dans une ambiance très détendue. Et ce, juste avant de tenir son meeting. Voyez plutôt ce reportage signé à TV Martinique. Acclamé par le public, Benoît Hamon fait son entrée. Au Grand Carbet, ils sont près de 600 militants venus voir et écouter le candidat PS qui brigue l'Élysée. Des anonymes, mais aussi des personnalités de la gauche martiniquaise. PPM, FSM, EPNN et sympathisants. Et le revenu universel d'existence, c'est d'abord quoi? Au 1er janvier 2018, l'ensemble des bénéficiaires du RSA auparavant jouiront d'une allocation désormais portée à 600 €. Revenu universel d'existence, justice sociale, sécurité, éducation, il présente ses grandes orientations et place même le chlordécone dans son discours. C'est que je soutiendrai le principe qui avait été posé d'une loi d'indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat. Le candidat vient convaincre, mission accomplie auprès du public. Il nous a expliqué ce qu'était le revenu universel, il nous a expliqué sa vision. Et je crois qu'elle est très novatrice et on a besoin d'un président comme Benoît Hamon. Il a touché vraiment les points sensibles. Et en plus, il m'a vraiment convaincu. Et ce président, je dis, ce sera le président idéal. Les députés, les maires et représentants de partis de gauche présents voient en ce candidat et son programme des valeurs pour lesquelles ils comptent s'unir et partir en campagne. Nous sommes tous derrière le candidat socialiste et de la gauche
la plus large possible. Nous sommes déjà dans un partenariat avec le PPM, mais au-delà du PPM, il y a d'autres gauches, hein. Il y a le RDM, hein. Ce ne sont pas des pestiférés. Certains pourtant veulent tempérer cet enthousiasme. Autour de tout ce qu'on nous dit, moi en tant qu'ancienne présidente d'une collectivité, je dis derrière, qu'est-ce qu'il y aura, qui va payer et combien on devra payer. Benoît Hamon en dira peu sur son programme concernant l'outre-mer. Le meeting s'achève par une Marseillaise. Il quitte la salle comme il est venu, sous les acclamations et par des poignées de main aux sympathisants. Retour chez nous, protéger les espèces animales, lutter contre les pollutions d'origine terrestre et prévenir les risques de marée noire dans la région des Caraïbes. C'est en somme le rôle de la Convention de Carthagène, signée en Colombie en 1983. Elle réunit tous les 2 ans les représentants de 25 États de la zone pour faire le point sur les travaux effectués. Une 14e édition qui s'est ouverte à Cayenne ce matin sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement. On écoute le président de séance de cette 14e COP. Il est interrogé par Natacha Maltaverne. Tous les dispositifs de protection du milieu marin sont par nature des choses internationales. Dans la mer des Caraïbes, on ne peut pas imaginer, par exemple, de lutter contre des pollutions, qu'elles soient habituelles, comme par exemple, je sais pas moi, les eaux usées qui ne sont pas assez bien traitées, ou accidentelles, comme dans le cas d'une marée noire, sans coopération internationale. Et donc, en ce sens, et c'est la même chose sur les espèces marines, que mammifères marins ou tortues ou des espèces migratrices, si on doit les conserver, et dans l'intérêt général, elles doivent être conservées, cela concerne l'ensemble des pays. Donc ça relève de coopération internationale. Le protocole SPO est un des 3 protocoles de la Convention. Il concerne les espaces protégés et les espèces protégées. Donc ça concerne la création mais également la gestion d'espaces protégés marins ou littoraux qui permettent de conserver les écosystèmes en bon état. Donc ça concerne les mangroves, ça concerne les récifs coralliens, on en a parlé. Ça concerne aussi les programmes de suivi d'espèces internationales comme les mammifères marins. Donc soit par la mise en commun de données, d'informations que les uns et les autres ont, le jumelage par exemple de sanctuaires de mammifères marins comme celui qui s'appelle AGOA qui concerne les Antilles françaises avec des sanctuaires qui existent en République dominicaine ou dans les Antilles néerlandaises ou aux États-Unis. Et comme ce sont les mêmes espèces qui se promènent en fait à l'intérieur de ces espaces, de pouvoir aussi mieux connaître leur biologie et leur état. L'actualité également, l'UTG Éclairage se remobilise après un premier préavis sans mouvement de grève le mois dernier. Le syndicat a convié les médias ce matin pour annoncer une nouvelle action et présenter ses points de revendication. Il dénonce notamment un climat social délétère, une situation globale du réseau dégradée. On en parle tout de suite avec notre invité ce soir, le secrétaire général de l'UTG Éclairage. Bonsoir Davy Riemann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, un premier préavis de grève avait été lancé pour le 27 février. Des négociations ont bien eu lieu pendant ce temps avec la direction, mais elles n'ont rien donné. C'est exact. Donc, ça concernait le service des communes de l'intérieur, donc les communes dites isolées en Guyane. On n'a pas trouvé d'issue favorable. Donc, les salariés ont décidé par rapport à la situation des camarades des communes de l'intérieur, que ce n'était plus tenable. Donc, ils ont décidé de redéposer un préavis de grève avec les revendications qui concernent toute l'entreprise. C'est ça, donc au départ, on partait de ces mauvaises conditions de travail dans l'intérieur du territoire. Elles sont finalement élargies, ces revendications, à tout le réseau EDF en Guyane. Une manière de frapper plus fort peut-être face à une direction que vous jugez qui campe sur ses positions, on va dire. Tout à fait, et surtout, il faut bien comprendre que ce que vivent les camarades des communes de l'intérieur aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est clair, c'est inadmissible. Donc, fort de cela, il y a des revendications qui traînent, qui sont encore là, que la direction n'entend pas faire ce qu'il faut pour aboutir à une issue positive. Donc, nous redéposons un préavis avec certains points récurrents, tels que l'emploi. Il y a d'autres points aujourd'hui maintenant qui apparaissent parce qu'il y a de la souffrance au travail aujourd'hui dans EDF Guyane. Mais tout ça vient surtout parce que EDF a une politique qui nous met à mal aujourd'hui en Guyane par rapport à notre réalité. Elle ne va pas dans le sens de la réalité guyanaise. Et précisément par rapport à ce que vous disiez dans les communes de l'intérieur, qu'est-ce qui gêne profondément les employés? Les conditions de travail, l'accès à l'énergie pour nos concitoyens qui sont dans les communes isolées, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout. Donc par rapport à cela, nous aujourd'hui on dit ça suffit. La EDF au niveau de Paris a décidé de mener une politique, on va dire, d'austérité drastique qui pose un problème très profond en Guyane. Et ça va à l'encontre
de ce que vit la Guyane aujourd'hui dans son développement. Vous commencez justement à parler dans le fond, vous évoquez donc des décisions qui viennent de Paris, en tout cas même dans votre communiqué, notamment l'investissement d'EDF dans une centrale nucléaire en Angleterre, la centrale d'Hinkley Point, une des raisons qui pousserait à réduire les frais et donc de supprimer également de l'emploi en local, en tout cas c'est ce que vous présumez. Non, on ne présume pas, ce sont les faits malheureusement, puisque EDF a fait des milliards de bénéfices encore dans son exercice de l'année dernière. EDF a décidé d'aller faire Hinkley Point malgré, je le rappelle, la contre-indication de son directeur financier de l'époque qui a démissionné. Ça avait fait du bruit. Toutes les organisations syndicales en CCE ont donné un avis défavorable. Malgré tout, donc EDF, avec l'aval du gouvernement, je le rappelle très bien, puisque l'État est majoritaire à 86% d'EDF, ont décidé d'aller faire Hinkley Point. Mais la garantie de l'État, c'est que EDF pouvait, derrière ça, mener une politique d'austérité en interne, donc des suppressions d'emplois en France, enferme toutes les agences clientèle en France hexagonale. Et aujourd'hui en Guyane, c'est quoi? C'est la baisse des investissements, c'est le non-pourvoi des postes vacants, nous le rappelons, alors qu'on connaît notre chômage qui est structurel ici en Guyane. Donc fort de cela, on ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Mais donc finalement, là où vous souhaitez frapper, c'est pas EDF Guyane, c'est EDF tout court en France. Il faut qu'aujourd'hui que tout le monde comprenne, la Guyane est à la croisée des chemins. On ne peut pas parler de développement si on n'a pas d'énergie adéquate. Nous, par exemple, dans une de nos propositions sur notre cadre de revendication, on parle de développement du réseau pour qu'il y ait un schéma d'interconnexion entre les communes de Guyane. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le littoral est interconnecté, mais toutes les communes dites de l'intérieur, il y a des petites sources de production un peu partout. Ça fait longtemps que ce point est évoqué. Mais bien sûr, et ce qui se passe, c'est qu'au travers de cette PPE-là qui a été validée, on ne va pas vers ça. On va vers des renouvellements, de mettre des petites centrales hybrides par-ci, par-là, pour subvenir aux besoins. Je rappelle que ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont limitées dans leur accès, dans le niveau de puissance, au niveau de leur contrat de souscription pour d'EDF, pas comme ceux du littoral. Donc déjà, il y a une discrimination à l'accès à l'énergie. Et nous, ce qu'on dit, si on ne va pas vers une politique pour dire on va relier au niveau de la ligne des transports toutes les communes de Guyane pour permettre justement, quand il y a une difficulté sur un moyen de production, de l'autre côté, on peut reprendre, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas partout dans les grands pays, sauf chez nous. Chez nous, on nous dit qu'il faut attendre. C'est pas encore possible, et ça fait un moment qu'on attend, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Hein. Alors les nouveaux compteurs Linky, les compteurs automatiques qui effectueraient, on va dire, 80% du travail des agents d'EDF, donc provoqueraient également des suppressions d'emplois, en tout cas, encore une fois, c'est ce que vous soulignez. Le dispositif, il a quand même été refusé dans de nombreuses villes en France. Pourquoi ce ne serait pas le cas en Guyane si vous y êtes opposé? Après, ça, ce sont les élus, encore une fois. En France, il y a des élus qui ont pris position. Donc, pour information, Enedis, qui s'occupe de la distribution sur le territoire hexagonal, a attaqué ces mairies-là, justement, en justice pour casser ces postures. Il faut savoir que ce compteur-là pose un problème. Donc, poserait un problème supposé sanitaire, selon les premières informations que nous avons, mais surtout un problème humain. Ce compteur-là, une fois qu'il est posé, il reprend à 80% les activités des agents qui seraient en lieu et place. Ça veut dire quoi? Par exemple, hier, pour faire une coupure chez un client pour non-paiement, on dépêchait un agent, il y avait un contact humain, on trouvait une solution. Bon, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, avec ce compteur-là, à distance, sur un peu sur un bouton, ça sera coupé. C'est l'ordinateur qui fait tout. Oui, un autre exemple, quand aujourd'hui il y a un délestage, donc il y a une baisse de production, il y a un problème sur la production, on ouvre un départ HTA complet qui met, entre guillemets, en délestage plusieurs milliers de personnes. Grâce à ce compteur-là, les délestages seront individualisés. Donc on ne sait pas sur quoi va se baser la direction pour plus couper telle ou telle personne par rapport à une autre. Donc là, il y aura de la discrimination à ce moment-là aussi. Mais ce compteur-là n'augure rien de bon. Et donc par rapport à cela, vous aurez le temps très bientôt, on prévoit la semaine prochaine plusieurs conférences débats Saint-Laurent, Kourou et Cayenne pour exposer à la population et nos élus d'ailleurs également qu'est-ce que son compteur va amener ici sur le territoire guyanais, qu'est-ce que la facture aussi, on va exposer la facture du client, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il paye et pourquoi. Et donc ces compteurs devraient arriver fin 2017 en tout cas. Alors le déploiement commence dès la mi-2017, donc il y aura la commune qui est dite pilote en la matière, c'est Saint-Georges. Donc c'est un non-sens puisque Saint-Jean n'est pas interconnecté, donc on se pose des questions. Et ensuite pour un déploiement généralisé à partir de début 2018 jusqu'en 2022 à peu près. Très bien, alors quand même dans le même temps, vous dénoncez une démarche de la direction qui serait d'ajouter des tâches à chaque agent, tout en disant que finalement, ils ne seront pas payés en plus, donc les salaires ne seront pas augmentés, donc ce n'est pas proportionnel. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une réorganisation du travail avec ces compteurs Linky, avec cette suppression d'emplois? Est-ce que ce n'est pas une autre manière d'aborder la question? Sans équivoque, oui. Dans la mesure où aujourd'hui, le problème, encore une fois, c'est que
en se servant de nouvelles technologies, pas pour aider l'homme, c'est pour supplanter l'homme. Il est là le problème. Sauf qu'en Guyane, la réalité est que vous avez 50% de la population qui a moins de 25 ans, une forte jeunesse, un fort taux de chômage, et on met tout en place justement pour empêcher ces personnes-là d'accéder à l'emploi. Nous, on ne peut pas cautionner ça aujourd'hui. D'accord ? Quand on prend la réalité guyanaise, on voit qu'on va à l'encontre de nos réalités. Et puis derrière ça, ce lien social qu'il y avait ou qu'il y a jusqu'à présent entre la population et les salariés à différents niveaux par rapport à la clientèle, ben, c'est amené à disparaître, parce que je rappelle que les 77 dernières agences clientèle qu'il y a en France hexagonale vont être fermées cette année. Nous, suite à la réglementation de la clientèle, ils ont fermé le point d'accueil de Sinamari, Matoury, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, on ne saura pas vous dire si toutes les agences clientèle seront maintenues sur le territoire guyanais. Donc nous, on se bat contre cela. Ce n'est pas possible. Il est important que chaque Guyanais puisse avoir un lieu dédié pour leurs factures, leurs contrats et tout ce qui sont par rapport à l'électricité. Pour revenir sur la PPE, donc elle sera bien sûr au cœur du déplacement de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui sera présente donc dans le cadre de la conférence de Carthagène, mais qui devra signer donc le fameux document. Vous déploriez d'ailleurs même sur notre plateau un manque de concertation avant la mise en place du document, on va dire. Est-ce que c'est peine perdue? Est-ce que le combat s'arrête ici pour vous? Non, pas du tout. Nous continuerons à dénoncer cela. Encore une fois, on le rappelle, cette PPE-là, ce document qui est censé être un document politique, qui donne les orientations d'un certain nombre d'années à venir, pour nous, il y a de grands manquements. On l'a fait savoir, on l'a déjà dit, on le répétera encore une fois. Sans pour autant, nous avons, demandé audience auprès de Madame la ministre, qui je rappelle qui est la ministre de tutelle d'EDF par rapport à l'énergie, pour lui exposer un certain nombre de difficultés, lui faire part de la réalité guyanaise, à savoir que la politique qui est déclinée aujourd'hui à Paris, par rapport à cela, pose un problème fondamental en Guyane. Et malheureusement, encore une fois, on voit que nous avons des élus qui sont à Paris, qui ne connaissent pas du tout la Guyane, ce qui pour nous en 2017 est inadmissible. Nous rencontrons demain une partie des élus guyanais, donc les parlementaires et le président de la CTG, pour faire part de très grandes difficultés vers lesquelles nous allons. Je pense qu'aujourd'hui, la population guyanaise a assez dit, assez démontré qu'elle en a assez de ces coupures à répétition. Il est temps d'investir sur le réseau guyanais, ce qui n'est pas prévu fondamentalement. Maintenant, derrière, nous on dit quoi? Il faut investir, il y a des entreprises guyanaises qui méritent de travailler comme il se doit, les salariés guyanais méritent de travailler comme il se doit. À savoir, ce qui est paradoxal aussi, c'est que le directeur de la DSEI s'est permis de nous dire qu'il va falloir que nous fassions des efforts parce qu'il n'y a plus d'argent. Sauf qu'en même temps, on nous dit régulièrement que nous ne sommes pas compétents. Donc, si on n'est pas compétent, comment pourrons-nous faire des efforts? Donc, il y a d'autres problèmes à régler derrière quand même rapidement. Donc, vous souhaitez rencontrer Ségolène Royal. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop tard avec l'élection présidentielle qui est à moins de 40 jours aujourd'hui? Non, il n'est jamais trop tard puisque on parle d'EDF. Même si c'est l'État qui est actionnaire majoritaire, on parle d'EDF et EDF a des possibilités à faire un certain nombre de choses. Il est temps que Mme Royal, en l'occurrence comme les autres qui sont déjà passés, prennent conscience une bonne fois pour toutes ce que c'est que la Guyane. D'accord, en Guyane, on n'est pas à Paris ici. Il y a un besoin, il y a une réalité. Il faut des investissements importants pour que le territoire se développe correctement et nous on se bat pour ça en priorité. Merci beaucoup, Davy Riman, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On suivra bien sûr votre rencontre si elle a lieu avec Ségolène Royal. Cette image à présent, celle d'une maison coupée en deux. Hugues Léoté, 83 ans, assisté ce matin impuissant à la démolition d'une partie de son habitation située dans le quartier de Kogno à Matoury. Construite au milieu des années 80, la bâtisse se tient à cheval sur un terrain municipal et un terrain privé. C'est la partie qui empiète sur la propriété privée qui a été détruite ce matin. Hugues Léoté a raconté ses démarches de régularisation infructueuses à Kerwin Alcide. Écoutez. C'est aller chercher tout le bagage, tous les moyens, tout ça. Il va bien à son pied. On poursuit ce journal. Après, vous avez pu le voir malheureusement, cette difficulté technique. Nous n'avons pas pu entendre l'interview. Nous y reviendrons donc sur la démolition de cette maison. On va parler maintenant de monnaie locale. Il existe une quarantaine en France à ce jour, un moyen de paiement qui vient s'ajouter aux liquidités nationales et stimule l'économie dans la région. Chez nous, une association s'est lancée le défi. Elle veut insérer ses pièces et billets baptisés Couac dans les habitudes des Guyanais. Elle a convié ce matin à Cayenne pour les autorités locales pour présenter son projet. Natacha Maltaverne.
Le couac n'a pas attiré les édiles. Seul le président de l'association des maires a fait le déplacement ce matin pour assister à la présentation du projet de couac la Guyane. Cette association qui entend créer une monnaie complémentaire à la monnaie nationale, une monnaie locale, à savoir le couac. 1 euro équivaudrait à un couac. Une monnaie qui ne serait pas destinée à faire du profit ou de la spéculation, mais bien à favoriser les échanges au sein de la région. C'est du développement durable, du développement local, du développement humain. Ça fait partie aussi de l'économie circulaire. Donc voilà, le but c'est de faire émerger les circuits courts, donc faire en sorte qu'il y ait moins de prestataires entre les acheteurs, enfin entre les producteurs et les consommateurs pour bel et bien baisser du coup les émissions carbone et remonter la consommation locale. 5 billets vont être imprimés, des billets de 1, 2, 5, 10 et 20 couacs, chacun ayant une thématique propre. Ce sont les scolaires et les étudiants qui sont chargés de les imaginer dans le cadre d'un concours qui se terminera à la fin du mois. Pour disposer de la monnaie locale, il faudra adhérer à l'association. Il en coûtera 15 € par an pour les particuliers. Avec les collectivités, des conventions seront signées. Roura a montré l'exemple ce matin. C'est la collectivité de Roura qui délibérera prochainement sur l'adhésion à cette association pour avoir les couacs. Et ça se passe concrètement, ça devrait être l'ordre d'1 euro par salarié. C'est-à-dire si j'ai une centaine de salariés à Roura, ça me coûtera à la collectivité 100 € pour adhérer à cette association. Donc voilà, ce n'est pas cher, c'est surtout sur le principe. Et la commune de Roura donc délibérera d'ici une semaine, à coup sûr, parce que voilà, nous sommes Guyanais avant tout et c'est au-delà de tout, c'est surtout une fierté. Pour que cette monnaie locale fonctionne, il faut que le réseau des adhérents soit le plus large possible. Si tout se passe bien, les Guyanais pourront payer en couac à partir du mois de juillet. Une petite pause littéraire dans ce journal avec la finale de la 17e édition du prix Carbet des lycéens qui s'est tenue aujourd'hui au lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg en Guadeloupe. Des délibérations qui ont gardé en haleine un jeune public venu nombreux découvrir l'heureux gagnant. Voyez plutôt ce reportage signé Isabelle Hameau. L'œuvre ayant emporté les cœurs des lycéens au prix Carbet 2017, c'est Trésor d'Alicia Mackenzie. Trésor, voté à l'unanimité pour ce 17e prix Carbet des lycéens. Un prix littéraire qui réunit cette année les 3 départements d'Omiens et le lycée français de Londres, dont la présidente du jury y est issue. Pour moi, c'était tout d'abord une découverte parce que je ne connaissais absolument pas ces titres, même ces auteurs. Et vraiment, le livre Trésor d'ailleurs, que j'ai lu en premier, à travers son écriture vraiment riche et variée, avec la description des paysages, j'ai vraiment plongé dans cet univers et ça m'a vraiment encouragée à lire plus. J'ai même forcé tous mes proches à lire le livre aussi. Le prix Carbet des lycéens, plus qu'un simple concours littéraire, une façon pour ces élèves de connaître leur histoire, celle de la Caraïbe, par des productions littéraires. Ces livres, ils parlent de quoi? Ils parlent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Jamaïque, de Cuba, de la Colombie, etc. Ils parlent de leur histoire, de l'histoire des hommes qui ont vécu et qui vivent dans ces pays. Et quelle est la meilleure leçon pour nos jeunes que de faire le détour par le livre pour apprendre ce qu'ils sont eux-mêmes. Et pour pouvoir s'approprier ces 6 œuvres, il leur a fallu les analyser, les critiquer. Un travail passionnant, mais de longue haleine. Pour ce faire, évidemment, nous sommes obligés de rentrer dans les romans par plusieurs biais. L'écriture, l'argumentation, la lecture, bien sûr. Voilà, tout un ensemble d'activités pédagogiques, en fait, que nous ramenons toujours, effectivement, à nos séances. Parce que très souvent, les élèves sont incapables de dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Alors, ils peuvent dire si c'est pénible ou si c'est pas pénible, s'ils y arrivent ou s'ils n'y arrivent pas. Mais s'approprier les romans et les œuvres, c'est assez difficile pour eux. Et le résultat du jour reste sans surprise. Je crois qu'ils ont pris l'avion avec Trésor dans les mains déjà. On savait que ça se jouerait entre Trésor et le cri muet. En plus, nous, on est un établissement international, donc c'est intéressant d'avoir un vainqueur pour nous qui est de langue anglaise, parce qu'on pourra maintenant continuer, poursuivre le travail sur la lecture de l'œuvre originale et comparer avec l'œuvre traduite. Cette 17e édition du prix Carbet des lycéens ne fait que confirmer l'attrait qu'ont ces jeunes pour la littérature caribéenne.
Partons à Paris à présent pour prendre des nouvelles de notre représentant au concours de Mister France. Giovanni Tongliatai, élu en octobre dernier, se prépare sereinement pour l'élection qui se tiendra demain soir au Palace de la ville-capitale. Confiant, le jeune homme se dit déterminé à rapporter le titre à la Guyane, en écho à la victoire d'Alicia Eliès. Stéphane Alexandresco l'a rencontré. Qui sera élu Mister France 2017? Réponse mardi soir à Paris. En attendant, les 16 candidats en compétition mémorisent la chorégraphie du show et travaillent dur la musculation. 16 candidats sélectionnés représentant 16 régions françaises, de la Bretagne à la région PACA jusqu'aux Antilles et à la Guyane. Pour la Guyane, c'est Giovanni, 30 ans, militaire de carrière à Matiti, élu en octobre Mister Guyane, qui défend fièrement les couleurs du département pour le titre. Je connais mes concurrents et ils ont tous le même potentiel que moi. On a tous nos chances de gagner cette élection. Donc il y aura du travail, mais je reste confiant et positif pour cette élection de mardi 14. Son inscription au concours a commencé comme une plaisanterie et un défi, mais rapidement il s'est pris au jeu et prépare maintenant la compétition avec sérieux. Alors pour le concours, il faut avoir un beau corps, certes, mais il faut avoir de la prestance, il faut savoir marcher, il faut savoir se présenter correctement. Voilà. C'est pas du tout d'avoir des tableaux, des tablettes, d'être le mec le plus baraqué. Il faut savoir se présenter, c'est ça l'avantage. Aucun narcissisme chez Giovanni, qui a suffisamment de maturité pour ne pas tomber dans cette dérive. Je ne prends pas du tout la grosse tête. Depuis que j'ai été élu Mister Guyane, je suis resté toujours le même. Je vis ma vie comme je la vivais auparavant. Et pour moi, rien n'a changé jusqu'à maintenant. Donc le mot d'ordre est de rester modeste, d'autant plus qu'il connaît ses imperfections. La chose vraiment qui me pose problème au niveau de mon corps, c'est mes abdos qui ne veulent pas sortir. Je les sens, mais ils sortent jamais. Ah, plus force. Des imperfections qui ne l'empêchent pas d'être confiant pour remporter le titre de Mister France, dont il pense posséder les valeurs, tout en sachant que ce sont les femmes qui en décideront. Ce seront plus les femmes qui vont regarder l'élection de Mister, et les hommes ils vont la regarder par rapport à leur femme, s'ils l'accompagnent, mais c'est très rare qu'un homme vote pour un homme. Entre les séances de préparation, Giovanni s'est réservé du temps pour visiter la capitale qu'il ne connaissait pas, une détente nécessaire pour affronter la compétition. J'ai vu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, j'ai fait les Champs-Élysées. Aujourd'hui, le Louvre. Et ce soir, peut-être la Seine, petit bateau mouche. Et puis demain, on verra pour le reste. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Il manque 1 milliard d'euros à la Guyane pour mettre à niveau ses infrastructures. Rodolphe Alexandre accuse Paris de négliger les intérêts de la Guyane et refuse de signer le pacte d'avenir en l'état. Le président de la collectivité préfère attendre un nouveau gouvernement. Le couac comme monnaie guyanaise, c'est le souhait d'une association créée l'année dernière. Couac, la Guyane prévoit d'insérer sa monnaie dans l'économie locale à l'instar de nombreuses autres régions de France. Et puis notre Mister France Guyane se prépare à affronter les 14 autres candidats à l'élection nationale. Giovanni Tongliatai est à Paris depuis quelques jours pour l'élection qui aura lieu demain soir au Palace. Le candidat numéro 6 se dit confiant et prêt à rapporter le titre à sa terre natale. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après la météo. Quant à nous, on se retrouve demain soir. Très bonne soirée à vous, à demain.